Et ce dimanche, c'est avec vous que nous allons passer un moment. Véronique Rioton, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Renaissance de Haute-Savoie. Renaissance, c'est le nouveau nom de La République En Marche. Face à vous, deux représentants des deux grandes principales forces d'opposition au gouvernement. Jérémy Jordanov, bonjour. Bonjour. Député NUPES Europe Écologie de la 5e circonscription de l'Isère. À vos côtés, Alexis Joly, député isérois également de la 6e circonscription. Vous êtes élu Rassemblement National. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Première question pour vous deux, messieurs. C'était votre première rentrée parlementaire. Vous êtes de jeunes députés élus en juin 2022. Qu'est-ce qui vous marque? Qu'est-ce qui vous étonne comme ça à l'Assemblée? Comment se passe cette rentrée? Alors déjà, c'est un endroit qui est chargé d'histoire, qui est assez impressionnant quand on rentre pour la première fois dans l'hémicycle. Et puis moi, je suis assez marqué par l'ambiance qu'il peut y avoir et les phénomènes, les dynamiques qui se crée à l'intérieur de l'hémicycle. On ne le perçoit pas forcément quand on est téléspectateur parce que la prise de son est sur le micro. Mais en fait, il y a un brouhaha. Quand tout le monde parle, il y a vraiment beaucoup de bruit et des fois, on n'entend même pas les orateurs. Voilà. Je suis assez impressionné par cette ambiance. Beaucoup de bruit dans cette assemblée. Ça vous marque aussi, ça, Alexis Joly? Oui, beaucoup de bruit, de brouhaha qui d'ailleurs provient généralement des rangs en face du mien, c'est-à-dire de la gauche, parce que, il faut bien le dire, les comportements ne sont pas toujours... voilà, il y a du bruit sur tous les bancs. Évidemment, bien sûr, l'Assemblée nationale est un hémicycle très animé, mais c'est vrai que les comportements de la NUPES font quand même, en tout cas moi, m'ont choqué, m'ont marqué, au-delà de la beauté du lieu. C'est vrai que j'étais assez surpris du comportement de la NUPES qui peut me choquer parfois, qui passe d'abord à travers peut-être des choses assez banales, mais une tenue vestimentaire par exemple, ou alors voilà, des déclarations, des réactions qui sont choquantes. Véronique Rioton, on imagine que cette rentrée, c'est votre deuxième en tant que députée, doit être très différente de celle de 2017. Alors, pour moi, une vraie joie, cette rentrée parlementaire, on a commencé par avoir une session ordinaire qui attaque le 1er octobre et qui nous a permis d'être en circonscription tout le mois de septembre. Et compte tenu de la configuration de cette nouvelle assemblée, ça va nous demander d'être très présents à Paris. Donc, le mois de septembre a été un mois dédié aux rencontres locales pour nous permettre de faire notre travail. Et depuis, on le disait, vous ne chômez pas. Madame, messieurs, vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que l'événement politique de la semaine, c'est la double utilisation du 49.3. C'était mercredi et jeudi. Elisabeth Borne, la Première ministre, a décidé d'utiliser cet article pour faire passer le budget, puis une partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est la deuxième et troisième fois depuis 2017 que la majorité recourt au 49.3, qui permet donc d'adopter un texte de loi sans vote du Parlement. Une utilisation dénoncée par les oppositions, annoncée par le gouvernement et parfois attendue par la majorité. On écoute la Première ministre, c'était mercredi donc au moment du déclenchement de cet article pour le vote du budget. En responsabilité, nous devons donner un budget à notre pays. Les Français attendent de nous de la cohérence, de l'action et des résultats. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Véronique Rioton, je vais vous taquiner un peu. Le président de la République avait promis une nouvelle méthode, 2,49,3 en 2 jours. C'est ça, la nouvelle méthode? Une nouvelle méthode, c'est de la concertation. Et quand on a des oppositions qui annoncent dès le début qu'ils ne voteront pas le budget de la France, ça pose un sérieux problème parce que notre mission, à la fois dans le pouvoir législatif mais exécutif, c'est de pouvoir donner des politiques publiques et dès le 1er janvier 2023 de pouvoir évidemment rémunérer nos fonctionnaires, faire fonctionner le pays et ça se fait avec un budget. C'est ça la responsabilité dont parlait Elisabeth Borne? Oui, je crois qu'être responsable politique, c'est de conduire des politiques qui ont une certaine vision. Et pour moi, ce qui est important, c'est que ce projet de loi de finances, il marque notre volonté de continuer à donner au travail ces lettres de noblesse et c'est ça qu'on veut donc mettre en œuvre. La NUPES et le Rassemblement national ont chacun déposé une motion de censure. Pourquoi? C'est symbolique ou ça va au-delà, Jérémy Jordanov, cette motion de censure? Déjà sur le 49.3, un petit mot. Effectivement, la concertation, c'est bien, mais en fait, elle n'a pas eu lieu. Le mois de septembre était fait pour ça. Il n'y a pas eu de concertation. Il y a eu 3 rendez-vous avec quelques photos pour montrer qu'on discute, mais tout ça, c'était de l'affichage. On l'a vu en débat dans les commissions.
on a fait des propositions, on a déposé des amendements, pas des amendements d'obstruction, des amendements constructifs. D'ailleurs, on voit sur la quantité d'amendements, il n'y en a pas tant que ça. 117 les débats qui ont été retenus. ont été riches en commission, les débats ont été riches dans l'Assemblée, on a débattu, mais on voit à la fin que tout ça, c'est du flanc, le débat ne sert à rien. Même les amendements qui sont adoptés par l'Assemblée nationale, même parfois avec des voix de la majorité, ne sont pas retenus derrière dans la version du gouvernement. Donc c'est une vision de la concertation et de la démocratie qui est quand même assez flottante. Et après, on peut dire c'est inéluctable, etc. Mais le résultat, c'est quoi? C'est parce qu'on n'a pas de majorité absolue. Ce n'est pas la faute des oppositions. C'est que Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue et le gouvernement Borne n'a pas cherché à établir, à construire une majorité absolue dans cet hémicycle. Alors vous parliez de ces amendements, Jérémy Jordanov, 117 ont donc été retenus par le gouvernement d'après un décompte de France Info, 75 sont issus de la majorité, 63 pour Renaissance, 7 pour Horizon, 5 pour le Modem, 23 ont été déposés directement par le gouvernement, 6 par la Commission des finances de l'Assemblée et 13 seulement ou pas, on y reviendra, par les groupes d'opposition, 3 des Républicains, 5 du Parti Socialiste, 5 de Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, c'est un groupe d'opposition de centre-gauche et de centre-droit, 1 par Europe Écologie Les Verts et 1 par la gauche démocrate et républicaine, c'est le groupe communiste. Aucun, en revanche, du Rassemblement national n'a été retenu. Vous l'avez dénoncé tout de suite par communiqué, ça, Alexis Joly. Oui, alors d'abord, un budget n'est jamais voté par l'opposition. Jamais. Ceux qui votent un budget... Parce que c'est un acte politique. C'est un acte politique, et ceux qui votent un budget, ça veut dire qu'ils cautionnent donc le reste de l'année eh bien, la politique qui est menée par la majorité. Le 49.3 en soi ne me dérange pas parce qu'il est prévu dans la Constitution. C'est un outil démocratique qui permet au gouvernement de passer en force. Alors c'est vrai qu'il est dérangeant, d'autant plus parce que les débats ne sont pas allés assez loin, mais il y a le pendant de ce 49.3, c'est la motion de censure. Pendant 15 jours quand on sait que le 49.3 arrive derrière. Mais c'est la démocratie. Voilà, c'est la démocratie. Et la démocratie permet aussi donc à l'opposition de se saisir d'un autre outil démocratique, celui de la motion de censure que le Rassemblement national a déposé. Et qui vise donc à tenter de faire chuter ce gouvernement-là. Mais le plus choquant dans cette affaire, c'est le fait que le gouvernement fait en quelque sorte son marché dans un certain nombre d'amendements, vous l'avez dit, une centaine d'amendements qui ont été sélectionnés parmi tant d'autres qui ont été votés par la représentation nationale. C'est-à-dire que le gouvernement s'assoit clairement sur la décision, sur le vote majoritaire des députés, des représentants du peuple, qui ont voté un certain nombre d'amendements. Eh bien, le gouvernement a décidé, par exemple, donc de faire l'impasse sur le crédit d'impôt pour les personnes en EHPAD, la taxation des superdividendes dans les grandes entreprises, ou le rétablissement de l'exit tax contre l'évasion fiscale. Voilà. Ça, ce sont des amendements qui ont été votés par l'Assemblée nationale et sur lesquels le gouvernement met le pied dessus et le pousse vers la sortie. C'est profondément antidémocratique et c'est ce qui me choque le plus. Je vous garantis que si le Rassemblement national avait fait quelque chose comme ça, on aurait été pendu au écourt. Voilà. Véronique Fruton, qu'est-ce que vous répondez ? Un budget, c'est vraiment fait pour donner des lignes claires, et ce budget donne des lignes claires. Moi, je retiens 3 choses principalement. C'est que évidemment, on contient les impôts, pas de déficit, et dans notre contexte actuel, c'est un exercice qui est difficile. Donc, on maintient le bouclier tarifaire, pas de hausse d'impôts. Il y a de la revalorisation notamment du ticket restaurant. Donc, un travail sur la question du pouvoir d'achat, et ça, c'est important. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de passer. L'exit tax, par exemple, on va dire que c'est une augmentation d'impôts, ou sur la taxation des super plus-values qui a été proposée par le groupe Modem. Vous ne le retenez même pas dans votre budget. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vision qui est claire. Et notre groupe travaille, comme le gouvernement, sur des sujets qui sont structurants. Et les sujets pour lesquels on a beaucoup de cinoches de la part de la France insoumise particulièrement, je pense que ça n'honore pas notre démocratie à avoir les débats tels que vous les menez. Moi, je crois qu'il y a surtout une divergence profonde de vue sur qu'est-ce que doit être le budget de la France. Quand c'est la répartition du salaire et du capital. Enfin, moi, je crois qu'il y a une vision qui est profondément injuste dans ce budget. Il n'y a rien sur la transition écolo. Moi, juste une chose, par exemple, sur la rénovation thermique des bâtiments, MaPrimeRénov', il y a 2,5 milliards dans le budget. Il en faudrait 10 pour atteindre les objectifs. Donc, en fait, quand vous n'allez pas assez loin sur le budget, vous ne pouvez pas vous plaindre derrière
que personne s'y rallie. Il faut un petit peu de sérieux sur ces questions. C'est vrai que pour une fois dans cet hémicycle, on va dire que toutes les forces politiques sont représentées de manière assez honnête. Et c'est vrai que le gouvernement n'a pas sa majorité, il n'a pas de majorité, il a une majorité relative. Nous avons été élus et nous sommes en majorité. Vous donc avez il une faudrait majorité peut-être qui est relative. Juste prendre les choses. Absolument. Oui, donc ça s'appelle une majorité. Je ne le conteste pas, vous avez une majorité relative, mais elle vous empêche par conséquent, contrairement à la mandature précédente, de passer de manière assez facilement toute... Ce qui était le jeu de tous les gouvernements précédents. Voilà, depuis et cette fois-ci, les les choses sont différentes. Et je crois qu'en démocratie, c'est assez sain finalement de procéder de cette manière-là, d'avoir une opposition qui est diverse et qui vous oblige, peut-être j'espère, et qui devrait en tout cas vous obliger à discuter, à échanger et parfois trouver le compromis avec les oppositions. C'est ce que font l'intégralité des d'autres pays dans l'Union européenne. Et malheureusement, la France, la République en marche n'est pas encore habituée à ce procédé. Je pense qu'elle va devoir le faire d'ici les 5 prochaines années. Alors la majorité absolue, c'était le jeu de presque tous les gouvernements, puisque vous le savez peut-être, d'ailleurs on va vous poser la petite colle, qui a utilisé le plus le 49.3 ? Michel Rocard. 28 fois en 3 ans parce qu'il n'avait pas de majorité absolue. L'autre grande actualité de cette rentrée parlementaire, au-delà de l'utilisation du 49.3, c'est évidemment cette pénurie de carburant qui a touché tous nos concitoyens ou presque. Non loin de chez nous, la raffinerie de Feyzin était concernée. Des files d'attente très longues devant les stations quand elles étaient encore ouvertes. Et des Hauts-Savoyards obligés parfois d'aller faire le plein en Suisse au prix fort. À qui la faute et surtout comment éviter de revivre une telle situation, Véronique Riotton ? À qui la faute ? Bien, on connaît le contexte évidemment de négociation qui était attendu. Moi, je crois que ce qui est important sur la partie carburant, c'est que de ne pas oublier finalement ces 23 millions de personnes qui utilisent la voiture systématiquement. En particulier en Haute-Savoie et dans le nord de l'Isère, où près de 9 habitants sur 10 l'utilisent tous les jours pour aller travailler, ce qui est bien plus que la moyenne nationale. Oui. Moi, je crois que cet épisode-là nous invite à penser les choses peut-être, enfin en tout cas en termes de propositions, en termes de service minimum. Je crois que le droit de grève et la négociation qui en découle nous oblige peut-être à penser les choses autrement pour l'avenir. En tout cas, je souhaite moi qu'on ait une réflexion liée plutôt à la Une réforme du droit de grève. Non, à la notion du service minimum et de repérer métier par métier, ce qui nous permettrait de continuer à fonctionner. Messieurs, à qui la faute et comment éviter que cela se reproduise? Même question. Je crois qu'il y a, sur ces questions-là, le dialogue doit avoir lieu dans les entreprises et le gouvernement doit accompagner ce dialogue. Le gouvernement a réagi extrêmement tard. On est dans un contexte international de pression sur la question énergétique de manière générale. Donc je pense qu'il faut, sur ces questions-là, être un peu sérieux et pouvoir contraindre les entreprises parfois aussi. Moi, j'ai été assez choqué par la phrase de Bruno Le Maire hier où il dit il faut que les grands patrons réfléchissent à la dignité de leur rémunération, par exemple. En fait, on a posé des amendements sur le projet de loi pouvoir d'achat cet été sur la question de la limitation de l'écart de rémunération dans les entreprises. Le gouvernement n'est jamais allé là-dessus. Donc en fait, ça ne sert à rien d'avoir un gouvernement qui dit aux entreprises... Mais est-ce que si vraiment le patron de Total était moins payé, ça aurait évité la grève? Mais la grève, c'est quoi? C'est que Total fait des bénéfices énormes dans une situation de crise énergétique qui est dramatique. Ils augmentent leurs bénéfices et la répartition de la valeur ajoutée, elle est où? Uniquement pour les actionnaires et le patron qui augmente, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est de manière absolument scandaleuse. 51% par rapport à l'année précédente. À ça. Alors, loin de moi l'idée de défendre le salaire du patron de Total, c'est plus 51% par rapport à l'année dernière, où il avait baissé son salaire de 60%. Mais non, encore une fois, loin de moi de défendre c'est quelque chose comme ça, à 55 millions d'euros, excusez-moi. 5 millions. 5 millions, j'exagère un peu. C'est déjà pas mal, 5 millions. On peut faire plein de choses déjà avec 5 millions, je pense, mais c'est déjà pas mal. Alexis Joly, à qui la faute? La faute au gouvernement, qui a depuis 3 semaines maintenant nous explique tous les jours que le problème va être réglé la semaine prochaine. Donc ça fait déjà 3 semaines qu'on nous dit que depuis 3 semaines ça sera réglé. En soi, la taxation des super profits de Total, pas des profits mais des super profits en temps de crise, ne me choque pas particulièrement. Je pense qu'effectivement, les grandes entreprises, lorsqu'elles
Elle gagne énormément d'argent en période de crise, alors que justement les Français, eux, sont dans les grandes difficultés qu'on connaît, aurait permis effectivement une sortie de cette crise vers le haut. Parfois avoir la position du Rassemblement national qui tensait un peu les grévistes de la CGT. Et... en fait, la CGT, elle représente peu de monde en réalité. Vous savez, les syndicats. Mais c'est elle qui a fait la grève. Bien sûr, mais les syndicats en réalité représentent très peu de salariés. Les Français ont tourné le dos depuis un moment à la CGT. Et d'ailleurs, c'est la CGT qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc, si vous voulez, ils sont. C'est bien sûr que oui. Et par 2 fois en plus, pas seulement une fois. 2 fois. L'occasion d'un second en tour. 2017 et en 2022. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de contradiction, enfin peu importe, mais le problème des carburants intervient en plus dans un contexte de tension important en termes de crise énergétique que les Français subissent et qui est dû notamment des choix d'Emmanuel Macron et imposés sous influence de la gauche, des écolos, à savoir la fermeture de centrales nucléaires qui nous oblige donc à acheter de l'électricité à des prix qui sont absolument astronomiques, alors que d'autres pays européens... Alors, le prix de l'électricité, c'est surtout parce que c'est corrélé avec le gaz. Absolument, mais je n'ai peut-être pas le temps de rentrer dans les détails, mais effectivement... Et voilà, elles sont à l'arrêt parce que l'extrême gauche, les écolos ont fait pression pour justement dénoncer le vieillissement et faire peser aussi à la baisse sur l'entretien de ces centrales nucléaires. Et d'autres pays européens ont fait le choix d'ailleurs de sortir du marché européen de l'électricité. Je pense notamment au Portugal et à l'Espagne, et achètent et produisent, en tout cas, vendent de l'électricité 5 à 6 fois moins cher que celui des Français. Donc je pense qu'il est urgent pour la France, aujourd'hui, donc de se retirer du marché européen de l'électricité. Et je crois d'ailleurs que c'est ce que le ministre Le Maire a prévu dans les prochaines semaines, en tout cas dans les prochains mois. C'est une bonne chose. Mais il a fallu batailler et convaincre. A annoncé cela. En Haute-Savoie, on a vu des Hauts-Savoyards aller faire le plein en Suisse à des tarifs très élevés, 2,20 €, 2,30 € parfois le litre de gasoil. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, c'était les Suisses qui faisaient faire le plein en France pour profiter des remises françaises. Un sénateur, Loïc Hervé, sénateur centriste, s'était un peu insurgé contre ça au mois d'août en disant que ce n'était pas à l'État français de faire une ristourne fiscale aux Suisses. Vous partagez ce point de vue? En tout cas, ce que je partage, c'est le fait qu'il fallait donner un coup de main aux Français pour traverser cette crise et que la volonté de supporter une partie de la hausse a été la bienvenue. Cet été, c'était fait de façon globale pour tout le monde. Et puis, dans les discussions, nous, on prenait plutôt en fait une aide spécifique. Et pour les plus modestes, ça n'a pas été le choix. Vous voyez, typiquement un exemple qui a été pris avec les oppositions. Et du coup, aujourd'hui, on est effectivement les Républicains qui ont plutôt fait pression pour avec l'ensemble des personnes qui sont susceptibles d'avoir ce bénéfice. Il me semble que des dispositifs qui sont plus ajustés à ceux qui en ont le plus besoin, ça me paraît être important. Dans l'actualité également de cette semaine, c'était il y a pile 7 jours, cette grande manifestation organisée dimanche dernier à Paris par la NUPES, et notamment Jean-Luc Mélenchon, contre la vie chère et l'inaction climatique. 140 000 personnes auraient défilé selon les organisateurs, 30 000 selon la police. Le cabinet Occurrence, mandaté par un collectif de médias, en a compté 29 500. C'est assez peu finalement, Jérémy Jordanov, non? 29 500 personnes pour une manifestation à Paris. Il y a une déception? Écoutez, la question, elle n'est pas tellement là. Il y a des mouvements sociaux, il y a des partis politiques qui peuvent manifester aussi. La question, c'est quelle est l'acceptabilité pour la population de ce qui est en train de se passer. Moi, je suis assez inquiet pour l'hiver qu'on va affronter, où en fait le gouvernement nous a dit jusqu'ici les prix de l'électricité, vous inquiétez pas, ça va redescendre, l'énergie, tout va bien se passer. On est dans un contexte de crise où on voit que la guerre en Ukraine va être longue. La tension sur les marchés internationaux va être compliquée. On voit ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre, où le gouvernement tombe en partie à cause de l'augmentation des prix, avec une inflation très forte. On est aussi dans un contexte d'inflation. On a des personnes qui n'arrivent pas aujourd'hui à s'en sortir et un gouvernement qui, je pense, ne prend pas la mesure des difficultés des personnes les plus fragiles dans notre pays. Et moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète. Alors, moi, les personnes les plus fragiles, je pense que au discours, moi, j'aime bien amener les faits. La France est le pays de l'OCDE qui a vu le taux de pauvreté qui ne s'est pas abaissé pendant la crise sanitaire. Première capacité de notre progressé. Absolument. Première capacité de notre gouvernement à protéger les plus faibles, comme vous dites. Sur les mesures que nous mettons en place, concrètement, les familles monoparentales, c'est 2 millions de familles. En gros, c'est une famille sur 4. Et pour les familles monoparentales, allocation de soutien familial va passer de 123 à 185
5 euros par enfant par mois, c'est énorme, c'est 50%. Donc on s'occupe des publics les plus défavorisés. Et puis comme vous aimez parler de vision politique, j'ai la fierté effectivement de participer à une majorité qui a une vision pour la France, en tout cas dans le fait de permettre à chacun de vivre mieux de son travail. Je rappelle qu'on depuis plus d'une dizaine d'années, le taux d'emploi n'a pas été à celui qui est aujourd'hui en place, et que la vision qu'on porte, c'est effectivement que le travail permette à chacun d'être dans cette forme d'émancipation, et je suis plutôt fière de m'occuper des personnes qui en ont le plus besoin. Quand on est pour la valeur travail, on rémunère le travail, et le SMIC à 1 500 €, c'est rémunérer le travail. Vous avez voté contre, comme le Rassemblement national. On est dans une région où la vie est chère, en Savoie, en Haute-Savoie, dans le nord de l'Isère de plus en plus, avec les prix des terrains et du foncier qui augmentent dans l'agglomération de Grenoble. Comment on peut aider concrètement, selon vous, encore plus les Français et les habitants de cette région concernée par la vie chère au quotidien? Que faire pour leur mettre un peu de beurre dans les épinards, si je parle un peu de façon triviale? Moi, je pense qu'il faut, et c'est ce que Marine Le Pen a proposé, ce que nous avons d'ailleurs proposé à l'Assemblée nationale, et une proposition qui a été rejetée notamment par la NUPES, évidemment par la majorité, c'était par tout le monde. Voilà. C'était ce qui est bien dommage d'ailleurs, et ce qui est assez révélateur, vous allez comprendre. La proposition qui était celle d'augmenter les salaires de 10% par une compensation, une défiscalisation en tout cas des entreprises pour cette hausse de 10%. C'est-à-dire que ça permettait non seulement aux personnes qui touchaient le SMIC d'être augmentées de 10%, mais pas seulement, et de faire progresser les salaires aussi des personnes qui gagnent plus que le SMIC, donc c'est-à-dire les classes moyennes. Voilà. C'est une proposition que nous avons faite et qui ne coûtait pas grand-chose en réalité aux entreprises, puisqu'elles ne payaient pas de cotisation dessus, et qui allait évidemment rendre du pouvoir d'achat aux Français, et qui allait ensuite créer un cercle vertueux de consommation pour mieux vivre tout simplement, et pour payer toutes les augmentations qui arrivent en pleine face aux Français et qui aujourd'hui ne sont pas financés, en tout cas, où on ne propose pas d'aide supplémentaire pour les ménages français pour y contribuer. Augmenter les salaires, c'est ce qu'on entend au Rassemblement national et au sein de la NUPES. C'est vrai que pour l'instant, le gouvernement agit surtout sur les primes, non ? Alors, le gouvernement, il agit sur l'emploi. Il incite à la prime plus qu'à la hausse de salaire. En tout cas, on fait confiance aux entreprises, et tout l'enjeu de notre politique, c'est d'avoir une politique qui permet de l'investissement, qui permet de la confiance. Faisons confiance à nos entreprises, à nos entrepreneurs qui sont des pourvoyeurs d'emplois, et c'est effectivement la politique qu'on mène et qui nous réussit bien. On aimerait faire confiance, mais quand on regarde les entreprises qui font des profits aujourd'hui, comment elles redistribuent la valeur. Ça, on a bien compris que vous n'êtes pas un groupe qui fait confiance aux entrepreneurs. On est plutôt fiers de la dynamique économique dans laquelle on vit. On veut des entrepreneurs, on fait confiance aux entrepreneurs. Simplement, quand on est dans une période tendue, il faut que la répartition de la richesse elle soit équitable dans la société. Ce n'est pas possible aujourd'hui qu'on ait quelques super riches qui profitent de tout, qui partent en jet privé et qui crament la planète. En fait, et la majorité de la population qui souffre aujourd'hui. Non, ce n'est pas des caricatures. On ne vit que ça dans nos débats. Faites des propositions qui soient des propositions constructives et qui permettent du bas salaire, d'avoir une la politique limitation de la structurante. rémunération des salaires maximum, ce sont des propositions concrètes. Quand on vote dans une majorité la surtaxation des plus-values exceptionnelles, c'est-à-dire des plus-values qui n'auraient pas dû être faites s'il n'y avait pas eu la crise, vous votez contre, vous le retirez, l'Assemblée vote contre, vous le retirez du budget. Les propositions, on les a. L'Assemblée vote pour. Le temps file, mesdames, messieurs. Une dernière question, un peu provocatrice. La grande réforme à venir en début d'année, ce sera celle des retraites. Est-ce que là, un consensus, ou en tout cas une discussion, sont possibles, ou est-ce qu'on aura là la troisième et dernière utilisation du 49.3 ? Ce qui est sûr, c'est que les retraites, je crois que ça fait consensus du point de vue des Français, et ça, c'est le plus important. 72% des Français, d'après un sondage du Figaro de cette semaine, disent qu'il n'est pas nécessaire de relever l'âge de départ à la retraite, et 55% estiment même que le débat ne doit pas reprendre. Tout dépend comment on pose les questions. Posez la question à l'ensemble des Français, est-ce que notre système de retraite est un bon système ? Oui, c'est un bon système, et il faut le pérenniser. Pour le pérenniser, il faut le repenser, il faut le rendre plus juste. Moi, j'ai pas seulement envie à ce qu'on s'attaque au système de retraite, mais aussi à la façon dont on pense le travail tout au long de l'année. Et pour moi, avec le système des retraites, il y a tout l'enjeu des régimes spéciaux qui sont profondément injustes. Donc c'est évidemment une notion d'allongement de la vie du travail, mais c'est déjà la réalité. Quand on travaille dans le privé, aujourd'hui, on part en moyenne à 63 ans. Donc oui, pour de la concertation, attaquons sur le travail tout au long de la vie.
aux personnes qui sont les plus précaires et on sera sur des En débats quelques qui mots, seront messieurs, intéressants. concertation ou 49.3 inéluctable sur les retraites? Non, je pense qu'il y aura un accord avec la droite. Il y aura un accord avec la droite, il n'y aura pas de 49.3. De toute façon, le 49.3, il y en a un seul en dehors des textes budgétaires sur la session. Un seul seulement encore. Hein, en dehors des textes budgétaires, c'est un seul sur la session, donc entre octobre et le mois de juin. Donc en fait, le gouvernement, s'il veut tenir, il sera obligé de discuter sur tous les autres textes. Donc ils ont un joker. Je ne pense pas que ce soit sur les retraites qu'ils le passent. Il y aura un accord certainement avec la droite. Je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Mais par contre, sur le reste du texte, ça va être intéressant, les discussions seront obligatoires. Alexis Joly,